arriveront en cours de route. Donc, déjà merci à tous, d'être, présents sur ce webinaire, sur la prise de décision. Si vous êtes présents, c'est que vous avez pris la bonne décision, donc déjà super. Vous avez ça en plus. Je vais me présenter, donc je suis Sarah Pérez, je suis cofondatrice de l'entreprise Conidia, on peut voir juste derrière. Et cette entreprise-là, en fait, elle est spécialisée en sciences cognitives et je suis moi-même ingénieure en sciences cognitives. À main levée, peut-être, est-ce que certains savent ce que c'est les sciences cognitives? Parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais on a parfois du mal à le définir. Pas de main levée. Ah, si, Christophe, bah, peut-être si tu veux prendre la parole. Cédric. Bon, alors, je vais donner la définition. Donc, les sciences cognitives, c'est un champ qui est interdisciplinaire, qui va étudier la cognition et le comportement humain, mais aussi animal et artificiel. Mais alors moi, ma spécialité, c'est plutôt le comportement humain. Et donc, on va vraiment faire joindre toutes ces sous-disciplines que sont les neurosciences, l'intelligence artificielle, la linguistique cognitive, la philosophie, les sciences sociales, la psychologie et l'ingénierie pédagogique. Et on va étudier donc le langage, la mémoire, l'apprentissage, le raisonnement, entre autres. En fait, pendant des années, chaque sous-discipline travaillait un peu de son côté. Donc la psychologie pouvait, émettre des théories sur le comportement humain, alors que, les neurosciences ne les validaient pas. Donc, c'est en 1960 à peu près avec, l'intelligence artificielle qu'on a vraiment cette émergence d'une science, interdisciplinaire. Donc la spécialité, c'est de pouvoir vraiment les mixer et de comprendre, le comportement humain dans sa globalité. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de la prise de décision. Donc, c'est un processus, cognitif qui est extrêmement complexe. On a parfois, à tort, tendance à croire que chaque, petite fonction cognitive est stockée dans notre cerveau à des endroits. Par exemple, il y aurait la créativité ici, le raisonnement ici. En fait, pas du tout. Notre cerveau, c'est un organe qui est extrêmement complexe. Tout est interconnecté et la prise de décision fait partie d'une des fonctions cognitives à haut potentiel, et qui, nécessite beaucoup, beaucoup d'interactions au niveau de notre cerveau et de nos neurones. Ça n'empêche que, la prise de décision, depuis des années, elle est étudiée par les recherches en sciences cognitives et on a bien vu qu'il y avait des étapes, un processus. Donc, je vais vous présenter les étapes de la prise de décision. Ce qu'on entend par prise de décision d'un point de vue scientifique, c'est pas comme on peut l'entendre, choisir un nouveau travail, des prises de décision vraiment complexes. Le simple fait, de mettre, son bras droit dans la manche le matin plutôt que le gauche, c'est ce qu'on considère aussi comme une prise de décision. Donc, tout ce qui va être amené à faire un choix, c'est un processus en fait cérébral qui s'active. Donc en premier lieu, on est obligé d'identifier le problème de la situation. Donc, ça peut être soit de façon, très consciente. Donc on va prendre, l'exemple d'un manager, par exemple, qui remarque une baisse de vente trimestrielle sur une de ses lignes de produits. Donc là, voilà, le problème, il est extrêmement, spécifique, mais ça peut aussi être de façon plutôt inconscient. Par exemple, il y a des embouteillages, sur la route. Donc la première étape, on identifie le problème. La deuxième, c'est qu'on va vraiment collecter et analyser toutes les informations qu'on a autour de nous. Donc c'est toutes les informations pertinentes qui vont nous permettre de prendre, in fine, une décision. Donc si on reprend l'exemple, du manager, dans sa baisse de vente, il va pouvoir demander des rapports détaillés de vente, il va pouvoir, consulter l'équipe marketing, avoir des feedbacks de clients. Donc vraiment récolter, toute l'information en masse. De façon inconsciente, si on reprend notre processus d'embouteillage, sans vraiment y penser, on va intégrer les informations sur le trafic qu'on a entendu à la radio, ou alors tout ce qu'on peut voir sur la route. Donc une fois qu'on a identifié le problème, qu'on a récupéré toutes les informations qu'il y a autour de nous, on va, générer des options, plusieurs options possibles, en réponse au problème.
Donc, pour l'exemple du manager, alors il peut convoquer son équipe, faire un brainstorming, donc des réflexions, en commun pour trouver des solutions. Donc, soit pour trouver des solutions pour améliorer les produits, par exemple, pour lancer une campagne marketing, pour réduire les prix. De façon inconsciente, on reprend toujours l'exemple de l'embouteillage, on va, se dire: «Bah, soit on continue sur cette route, soit on va prendre une autre route, un autre itinéraire dont on n'a pas l'habitude». Donc on génère ces options et là, c'est l'étape la plus importante de la prise de décision, enfin une des plus importantes. On va commencer à évaluer, les choix, qu'on a faits et on va les évaluer toujours avec, une balance entre les bénéfices et les gains. Donc cette étape, elle va avec, faire le tri. Donc ça demande une analyse qui est rationnelle et aussi une analyse un peu émotionnelle. Dans l'exemple conscient, du manager, dans ce cas-là, il va juste évaluer, bah, les coûts, les bénéfices, les risques. Mais c'est aussi un processus inconscient, donc si on reprend l'exemple des embouteillages, sans vraiment s'en rendre compte, on va, sur des intuitions et sur des hypothèses et sur nos expériences passées, on va commencer à évaluer si c'est une bonne idée ou pas de prendre une autre route ou de suivre la route habituelle. Donc ensuite, dans l'étape de faire le tri, donc notre cerveau va vraiment choisir l'option qui semble être, la plus bénéfique, puisque notre cerveau a vraiment une peur affreuse de la perte. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. On est vraiment très motivé pour, gagner et on a vraiment peur de la perte et donc on va sans cesse évaluer tous nos choix et dans cette évaluation-là, il y a quand même 2 critères qui sont à prendre en compte. Il y a le critère de délai, c'est-à-dire, bah, combien de temps on va mettre, et il y a un deuxième critère qui est ce qu'on appelle l'espérance. Donc ça veut dire qu'il faut que notre option, qu'on est en train d'évaluer comme positive, elle ait une chance de se réaliser et dans un très bon délai. Donc on a fait le tri, on a choisi, une option et donc là, on va pouvoir passer à l'action. Dans ce passage à l'action, de la même façon, notre cerveau va vraiment mouliner et va faire ce qu'on appelle de la planification. Heu, dans un exemple conscient, on a un manager qui va donc planifier des étapes de campagne marketing, par exemple, ou alors il va allouer un budget, des ressources, lancer sa campagne. Donc vraiment, il va faire un passage à l'action. Donc c'est ce qu'on peut, entendre nous dans prise de décision. Et dans un exemple inconscient des embouteillages et bah, sans y penser, en fait, bah, on va changer de direction et prendre l'itinéraire qui est alternatif. Hop, alors, est-ce que vous voyez bien mes slides? Oui? OK. Donc, ça, c'est vraiment le processus cérébral qui s'active quand on prend une décision, qu'elle soit consciente, ou qu'elle soit inconsciente. La plupart du temps, la prise de décision, elle est pas telle quelle. En fait, elle est vraiment modulée et elle va être impactée par énormément de facteurs de notre environnement. Donc ça, suivre ces étapes-là, c'est, l'idéal, entre autres, puisqu'on va faire une décision qui est rationnelle. Mais pour vous montrer à quel point, notamment les émotions, peuvent avoir un effet sur la prise de décision, je vais vous faire poser cette petite question. Voilà, vous avez un tramway donc qui fonce tout droit et qui ne peut pas s'arrêter. Vous avez la possibilité d'activer le levier qui va le faire changer de direction. Donc tout droit, il y a 5 personnes. Si vous changez de direction, il y aura qu'une personne. Que faites-vous? Si vous voulez partager votre réponse, dans le chat, c'est possible. Sinon, vous pouvez le garder dans votre tête. OK, normalement, vous avez pris votre décision. Deuxième situation, le tramway ne peut toujours pas s'arrêter, il fonce tout droit, mais vous pouvez pousser quelqu'un du haut d'un pont pour stopper le train. Que faites-vous? Donc là, vous avez aussi pris votre décision dans la tête. Il y a quelque chose qui dérange dans cette deuxième situation.
Pourtant, si on analyse d'un point de vue purement statistique et rationnel, si on évalue les choix, si on fait des hypothèses, dans les 2 cas, on a 2 possibilités, soit 5 personnes sont endommagées, soit 1. Pourtant, dans cette deuxième situation, il y a un vrai contexte émotionnel et même qui va au-delà, un contexte de valeurs et de morale qui vient impacter la prise de décision. Et ça, en fait, c'est valable dans notre vie de tous les jours. On a vraiment un contexte émotionnel et basé sur nos propres croyances, nos expériences passées, qui va affecter, entre guillemets, une prise de décision purement rationnelle. Donc c'est à savoir. Et quand on prend une décision, donc n'hésitez pas à me stopper si vous avez des questions. Quand on prend une décision, on est obligé de passer par une étape préalable qui est de raisonner. On va devoir réfléchir, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Et pour ça, je vais vous présenter les 3 systèmes de raisonnement que l'on a, dans notre cerveau. Donc, en premier temps, quand on a à raisonner sur quelque chose, à penser, on a notre système intuitif, donc qui est en bas, qui va s'activer automatiquement, en premier temps, en premier lieu et pour tout le monde. Donc le système intuitif, c'est une pensée et un raisonnement qui va être extrêmement rapide, qui va être automatique, parfois inconscient, et qui va reposer sur nos intuitions, nos jugements, nos préjugés. C'est un système intuitif qui est très rapide, mais qui n'est pas très fiable, notamment quand il y a un contexte émotionnel. Alors là, ça amplifie, ça amplifie. On a un deuxième système de raisonnement, cette fois-ci qui est réfléchi. Donc là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus lent, qui va demander beaucoup plus d'énergie, dans notre cerveau, mais qui va être davantage fiable. Donc par exemple, le système intuitif, vous avez une personne qui rentre dans la pièce, vous ne savez pas pourquoi, mais vous l'aimez pas, système intuitif. Système réfléchi, là, vous allez, bah, contrer cette intuition et apprendre à connaître cette personne, connaître ses qualités, ses défauts, son système de communication. Donc on a vraiment ces 2 systèmes-là et le troisième système, c'est le système inhibiteur. Donc lui, ça va être un peu l'arbitre. Il va venir bloquer le système, intuitif pour faire passer en système réfléchi. Donc ces 3 systèmes, ils coexistent, complètement dans notre cerveau. Et le système inhibiteur, pour le coup, lui, il peut s'entraîner. Donc, vous pourrez regarder, après ce webinaire, des tâches, pour, entraîner, ce qu'on appelle l'inhibition. Donc, c'est la capacité qu'on a à pouvoir, stopper tout ce qui est intuitif et ça peut s'entraîner. Dans tous les cas, ces 3 systèmes de raisonnement nous permettent de raisonner. Mais par contre, parfois, il y a des failles, notamment dans le système intuitif, comme vous pouvez vous en douter. Notamment quand il y a le rôle des émotions qui est très puissant, dans nos systèmes, enfin dans nos prises de décision et il va y avoir ce qu'on appelle, des biais cognitifs, dans le système intuitif en partie. Par curiosité, biais cognitif, qui connaît, ce que c'est un biais cognitif? En levant la main? OK. Jérémy, bonjour. OK. Parce que les biais cognitifs, c'est un peu la star du moment. On en entend, beaucoup, beaucoup parler, mais parfois, on ne sait pas trop le définir. Donc c'est dans le système intuitif, on a ces failles et on va faire des raccourcis de pensée. Donc c'est des raisonnements que nous, on va penser, très rationnels, mais qui, en fait, ne le sont pas du tout. Donc pour un petit peu d'histoire, comment est-ce que ces biais cognitifs, ils ont été identifiés? C'est, Daniel Kahneman qui a reçu un prix Nobel, neuroéconomie. Il a analysé le comportement des consommateurs et il s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs récurrentes, dans la façon d'acheter et de consommer et il s'est amusé à les lister et il s'est rendu compte qu'en fait, on avait ces biais, ces failles et qu'on pouvait, les lister, les nommer et qu'en fait, elles étaient communes à tous et à toutes. Heu
Il y a quelques influences, de la culture, mais ça reste quand même une tendance, internationale. Donc c'est une fausse croyance, c'est un schéma, trompeur en fait, un schéma de pensée qui est trompeur. Et donc il y a plusieurs catégories de biais cognitifs et je vais vous en présenter, quelques-uns, notamment qui peuvent, affecter fortement la prise de décision et on va faire un petit exercice avant ça. Hop. Je vous invite à noter sur un bout de papier ou à noter dans votre tête les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone, pour ceux qui le connaissent par cœur. Si c'est bon pour vous, hop. Est-ce que vous pensez que le nombre d'avocats à Londres, il est inférieur ou supérieur au nombre, que vous avez? OK. Dernière question. Quelle est votre estimation du nombre d'avocats à Londres, selon vous? Estimation, comme vous pouvez, supérieur, inférieur. À votre avis, combien d'avocats, à Londres? 3 000, 5 000, 2 000. OK. Donc ça, c'est une étude qui a été menée, en 2010 par, James Montier, donc qui est un chercheur et qui va illustrer un biais courant. Donc cette expérience, elle a été menée, sur, un grand nombre de participants et les personnes qui avaient les 4 derniers chiffres, de leur téléphone au-dessus de 7 000 ont répondu environ 8 000 et ceux avec un nombre en dessous de 3 000 ont répondu environ 4 000. OK, donc ça correspond avec ce qu'il y a dans le chat en partie, hein. On voit que c'est entre, 3 000 et 8 000, ce qui a été répondu. Maintenant, si on regarde de façon, purement rationnelle, imaginons qu'il n'y avait pas eu ces questions sur votre numéro de téléphone, qu'est-ce que vous auriez répondu? Peut-être, 10 000, peut-être 20 000. En tout cas, ici, le fait de demander votre numéro de téléphone, ça agit comme une encre et là, on va parler donc du biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est une difficulté qu'on a tous, à se sortir de la première ancre. Donc ça, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, dans les sciences cognitives ou dans le monde de la recherche scientifique. C'est vraiment une première information, qu'on va mettre et qui va servir en fait de valeur de référence. Donc quand on vous demande, une information, par exemple, combien, pensez-vous qu'il y a de prototypes qui ont été faits pour créer, l'aspirateur Dyson? Si je réponds 50, de façon générale, vous allez, proposer des estimations qui vont graviter autour de 50. Si je propose 1000, vous allez proposer des informations, des propositions autour de 1000. Et ça, c'est vraiment très, très, très puissant ce biais d'ancrage et ça peut fortement impacter notre prise de décision. Et dans un contexte d'entreprise, le meilleur exemple du biais d'ancrage, c'est lors des recrutements, lorsqu'on annonce nos prestations salariales, ou quand on veut faire de la négociation, dans toutes ces démarches-là, d'afficher un prix qui va en fait, graviter, et faire toute la négociation autour de ça. Donc nous, quand on est en train de prendre une décision, comment faire pour, partir et atténuer ce biais d'ancrage? De façon générale, pour les biais que je vais présenter, il n'y a pas de solution magique puisque leur définition, c'est que c'est quelque chose d'assez inconscient, et d'irrationnel. Donc, on n'a pas conscience nous-mêmes de se faire avoir par notre cerveau. Donc la première étape pour tous les biais que je vais présenter, notamment celui-ci, c'est de savoir qu'il existe et c'est de se poser sans cesse la question, quand je suis dans des phases de négociation, quand je dois prendre des décisions, est-ce que je suis restée ancrée sur une première valeur qu'on m'a donnée?
Ça marche, pour plein de projets aussi personnels, hein, dans, de l'achat immobilier, l'annonce d'un prix d'un bien, donc ça fonctionne tout le temps. Donc il y a vraiment ça qui entre en jeu. Donc là, le tips, en tout cas, il en existe plusieurs, mais le tips que je peux donner, c'est de un, bah, savoir que ça existe et de 2, varier les sources, en fait. Puisque, si vous avez une encre, bah, vous pouvez aller chercher d'autres informations systématiquement pour avoir d'autres références et ne pas rester focalisé sur votre 1re impression. Donc ça, c'est un des biais qui existent et qui affectent la prise de décision. Deuxième exemple que je me suis amusée ce matin à regarder sur Google, l'intelligence artificielle, mauvaise nouvelle? Point d'interrogation. Donc voilà, j'ai eu plusieurs articles, le climat, victime oubliée de l'essor de l'intelligence artificielle, quels sont les réels dangers de l'intelligence artificielle, pourquoi l'IA est une mauvaise nouvelle pour les majors, donc j'ai eu plein d'articles. Et puis comme je suis plutôt, joueuse, bah, j'ai demandé l'inverse. L'intelligence artificielle, bonne nouvelle? Point d'interrogation. Et donc là, j'ai eu, c'est une bonne nouvelle. En quoi l'intelligence artificielle est une bonne nouvelle? IA Act, bonne nouvelle. Quel est l'avenir de l'intelligence artificielle? Voilà. Bon, ça, c'est, je pense, à mon sens, le biais, auquel il faut le plus faire attention. Ça s'appelle le biais de confirmation. C'est la star des biais. C'est cette tendance qu'on a tous à prendre en considération toutes les informations qui vont confirmer nos croyances et surtout à rejeter les informations qui ne confirment pas nos croyances. Donc, tout un chacun, on a nos propres expériences passées, on a notre avis politique, on a des connaissances qui nous sont propres, et on va sans cesse chercher à conforter nos croyances. Donc, pour prendre d'autres exemples, si par exemple, vous discutez avec un collègue et qui vous dit qu'il va faire orage ce week-end et vous, vous dites: «Non, il va faire beau». Vous tapez, météo, ce week-end et puis, bah, vous allez tomber sur le premier lien, non, il fait pluie. Deuxième lien, non, il fait nuageux. Troisième lien, oui, il fait beau. Hop, vous prenez le lien, vous le montrez fièrement à votre collègue. Vous voyez, j'ai raison. Donc ce biais de confirmation-là, outre le fait qu'il peut altérer, notre interaction sociale, il peut aussi altérer notre prise de décision puisque quand on va faire des choix, on va, chercher les choix qui confirment nos propres croyances et ça, bah, ça arrive, bah, vraiment, très souvent, notamment, par exemple, dans des dynamiques de recrutement. Ça, c'est un biais qui existe beaucoup. On va chercher un super profil pour notre nouvelle équipe, sauf qu'on a nos croyances. Peut-être qu'on a, une croyance sur le statut du diplôme ou les grandes écoles et qu'on va rejeter, les CV de personnes qui n'ont pas fait de grandes écoles parce que ça ne confirme pas, ce qu'on pense, des grandes écoles. Donc là, ça touche aussi à est-ce que notre raisonnement et notre prise de décision, elle est purement rationnelle? Est-ce qu'elle suit bien les 7 étapes que j'ai présentées tout à l'heure? Donc, comment faire pour, atténuer ce biais de confirmation? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est de savoir qu'il existe, et ça marche, au-delà du système de prise de décision, hein, dans les interactions sociales notamment. Et la deuxième chose, le tips assez puissant pour essayer de l'atténuer, c'est d'aller chercher les informations inverses. C'est-à-dire que, bah, de prendre les réflexes, d'aller chercher, l'inverse de ce qu'on pense et de se rendre compte qu'il y a de la ressource. Parce que la toile d'internet est magique, il y a de la ressource pour tout ce qu'on cherche. Les intelligences artificielles, de la même façon, hein, attention puisque, elles sont faites pour répondre aux questions qu'on pose. Donc si on pose des questions orientées, elles nous répondent de façon, orientée. Donc d'aller chercher toujours l'inverse et de varier les sources, bah, d'inspiration, quand on va évaluer nos options et de aussi vérifier les sources. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non, pas de questions? OK, allez, un petit questionnaire. Vous pouvez répondre dans votre tête et puis si vous le souhaitez dans le chat, mais c'est pas nécessaire. Selon vous,
Vous conduisez A, mieux que la moyenne des conducteurs, B, moins bien que la moyenne des conducteurs. Oui. Bon, moi je l'avoue, j'ai le droit. Moi je réponds A. Je pense conduire mieux que la moyenne des conducteurs. Et ce qui est super marrant, c'est que ce questionnaire et ce quiz, quand on le fait passer, il y a 90% des personnes qui répondent A. Donc, bon, il y a quelques petites failles statistiques, puisque ce n'est pas possible dans ce cas. Heu, Comment ça se fait que la plupart des personnes pensent conduire mieux que la moyenne des conducteurs? Et ça marche pour à peu près tout, hein. Pensent, bricoler mieux que la moyenne, des Français, pensent travailler mieux. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger ou alors le biais de surconfiance. C'est vraiment une tendance qu'on a à surévaluer nos compétences et l'effet Dunning-Kruger, il est un petit peu particulier. Donc Dunning et Kruger, c'est 2 psychologues, qui ont fait des études par rapport à un cas où une personne avait fait un braquage de banque et pensait être invisible parce qu'il s'était mis du citron, dessus. Donc c'est un cas un peu, intriguant. Ils se sont penchés sur la question et la personne était en surconfiance totale. Donc ça, c'est un cas un peu extrême. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, tout un chacun, on suivait une courbe qui est celle-ci. Quand on débute dans une tâche, on va avoir ici un pic de surconfiance et ça, c'est pour tout le monde, hein, et ça marche, notamment dans la gestion de projet. On a des nouveaux projets en cours. On va, au début, avoir vraiment ce pic de surconfiance de: «Oui, c'est possible, pas de problème, je prends la mission, je la ferai dans les délais». Et puis petit à petit, avec l'expertise qui augmente, sur la tâche, on va se rendre compte de tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour y arriver, de tous les points qui sont à valider, de toutes les autorisations, de tous les points bloquants, les irritants. Et en fait, on va vraiment avoir cette confiance qui va drastiquement diminuer. Et ici, c'est ce qu'on appelle la vallée de la sous-confiance. On va arriver à un stade critique qui est assez dangereux, puisque la plupart du temps, on peut abandonner. Bonne nouvelle, sur le biais de Dunning-Kruger, cette confiance-là, au fur et à mesure qu'on avance dans notre expertise sur la tâche, elle remonte. Elle atteindra jamais le pic du début, mais elle remonte. Donc si on prend un cas concret, en entreprise, ou même, je vais prendre un cas qui m'est personnel, lorsqu'il était venu le moment de créer, l'entreprise, Conidia avec, Marion, mon associé, allons-y! Ça devrait pas être compliqué de monter une entreprise. Donc là, on était vraiment dans un pic de surconfiance, tout est bien, tout va être, très facile. On a pris notre décision et voilà, on se lance. Sauf qu'en fait, l'entrepreneuriat et la création d'entreprise, il y a énormément de choses qui entrent en compte, de la comptabilité, de la finance, des projections financières, de la communication. Beaucoup, beaucoup de choses où on n'a pas de compétences, donc on est débutant et en fait, petit à petit, on se rend compte de la montagne à franchir et donc là, on a notre confiance qui descend. On aurait très bien pu arrêter, mais comme nous sommes, expertes en sciences cognitives et qu'on connaissait ce biais, évidemment, on a continué et aujourd'hui, on est ici sur cette courbe. Mais, voilà, ça, c'est un effet qu'on retrouve, à peu près partout, beaucoup en entreprise, mais, pour aussi des activités, des prises de décision qui sont, personnelles, et qui peuvent affecter la prise de décision. Du moins, on peut en prendre une mauvaise en se disant, «Bah, c'est parti, je fonce», comme, accepter un projet et des délais qui sont très, très courts quand on ne sait pas ce que va nous demander, toutes les tâches qui vont avoir lieu lors du projet et qui vont faire ralentir, en fait, ce projet. Du coup, au final, on va dépasser les délais, par exemple. C'est un exemple. Est-ce qu'il y a des en bricolage, j'avoue être en dessous de la moyenne, oui. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, pour, atténuer ce biais? Toujours le même principe, savoir qu'il existe, ça aide pour prendre nos décisions aussi.
Savoir, est-ce qu'on accepte directement une décision, sans trop connaître ce qui va arriver? Là, certainement qu'on est, dans ce biais Dunning-Kruger. Mais, un des tips que je peux donner, c'est de définir ce qu'on appelle une perte acceptable, c'est-à-dire un délai et un budget qu'on va, suivre et à la fin de ce délai et ce budget, on va faire un point. Je vous donne un exemple, par exemple, un manager arrive et me soumet un projet intégration d'un nouvel outil, sur, 1 an. J'accepte le projet, mais, avant de l'accepter pleinement, je me dis: «OK, je me mets 1 mois, je peux dépenser peut-être, 1 000 €. Et je mets 2 personnes de mon équipe, à temps plein dessus. Ça, c'est ce que je suis prêt à perdre. C'est-à-dire que si ça fonctionne pas, je suis d'accord et j'ai posé mon accord pour perdre ça. Donc cette perte acceptable-là, en fait, elle va éviter de trop monter en confiance puisqu'on va vraiment la «sous-segmenter» entre guillemets et du coup, de moins, descendre dans cette vallée de sous-confiance. Donc on aura une courbe qui sera beaucoup plus aplatie. Alors je crois qu'il y a une question. Le caractère tempérament doit aider à ne pas abandonner trop tôt et remonter dans la courbe d'apprentissage. Alors, on n'est pas sur une courbe d'apprentissage, mais vraiment une courbe de confiance. De façon générale, on a comme je l'ai montré avec le quiz ici, on a une tendance à être, en surconfiance, sur des tâches, qu'on connaît. Mais cet effet Dunning-Kruger, c'est surtout quand on n'a pas la connaissance au début, on va avoir ce pic de surconfiance. Après, de savoir si on remonte cette courbe ou pas, effectivement, il peut y avoir des tempéraments des personnalités qui sont plus affectés par cette, chute de confiance et qui vont peut-être avoir tendance à abandonner. Donc on peut avoir une notion de tempérament et de personnalité qui entre en jeu, mais c'est pour ça que la connaissance de ce biais va permettre d'éviter, malgré notre tempérament, hein, qu'on soit fonceur ou pas fonceur, de savoir qu'il y a une confiance qui revient petit à petit. Je sais pas si j'ai répondu, voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes conditions pour décider? On l'a dit au tout début, déjà, il y a une grosse question de contexte émotionnel et il faut vraiment le prendre en compte. Quand on est énervé, en colère, triste, fatigué, toutes ces choses-là, c'est certainement pas les bonnes conditions pour prendre une décision éclairée. La première chose, donc je vais vous présenter 3 conditions optimales pour une prise de décision. C'est le temps de réflexion qu'on va se donner. Donc ce temps là va nous permettre de passer, souvenez-vous, du système intuitif vers le système réfléchi et donc de pouvoir minimiser tous les biais cognitifs qu'on peut avoir et d'évaluer donc les options de manière beaucoup plus approfondie. Ce temps de réflexion, donc c'est, toujours pareil, Daniel Kahneman qui a fait une étude dessus et qui s'est rendu compte qu'il avait pour 2 groupes de participants, un devait prendre la direction immédiatement et le deuxième devait, prendre la décision, pardon, un peu plus tard. Et bah, pour le deuxième groupe, la décision a été plus juste que pour le premier. Donc c'est des expériences comme ça qui prouvent bien que ce délai de réflexion est important. Il y a une deuxième bonne condition, c'est l'état physique. Donc, quand on parle d'état physique, on va parler, effectivement alimentation, hydratation, sommeil, particulièrement le sommeil, puisque lorsque on est dans une fatigue, cognitive ou dans une fatigue corporelle, qu'importe, on va avoir tendance à beaucoup plus solliciter notre système qui est intuitif, puisqu'il demande peu d'énergie de notre cerveau. Il faut savoir que le cerveau est extrêmement fainéant et s'il peut faire des économies quelque part, il le fera. Donc, il va préférer le système, intuitif et c'est pour ça que quand on est dans des situations de fatigue, en fait, c'est pas une bonne condition pour prendre des décisions éclairées. Donc il vaut mieux, se reposer et attendre. On couple, avec la première bonne condition du temps de réflexion et prendre des décisions beaucoup plus, rationnelles.
La troisième bonne condition, pour prendre, des décisions, c'est, d'avoir des objectifs qui sont clairs. Donc là, je fais une petite aparté, c'est que, savoir pourquoi on prend une décision et dans quel but, bah, en fait, ça va générer de la motivation, in fine, puisqu'on va avoir, une direction à suivre et cette motivation-là va nous permettre aussi de prendre beaucoup plus en considération les options, et de faire des choix, beaucoup plus éclairés. Donc c'est assez important de mettre un délai de réflexion, d'être en bonne forme et d'avoir des objectifs qui sont bien définis. Y a-t-il un effet Dunning-Kruger inverse, Alexandra? C'est-à-dire? Dans le micro? C'est-à-dire, est-ce qu'on a, au début une sous-confiance, puis une surconfiance? Oui, c'est ça. Bah, alors, sur l'effet Dunning-Kruger, ce qui est notable dans cet effet, c'est vraiment le côté excessif, le côté, trop de confiance et trop peu de confiance. C'est ça qui est marqué par cet effet Dunning-Kruger. Après, dans la vie en général, il y a ce mécanisme de on peut avoir peu confiance, dans une tâche et par apprentissage, on commence à être beaucoup plus performant et plus à l'aise. Mais ce qui caractérise l'effet Dunning-Kruger, c'est vraiment l'excès de confiance qu'on ne retrouve jamais d'ailleurs, si je reprends mon ici, on n'atteindra jamais le pic ici, qui est vraiment une surconfiance, sur des tâches où on est débutant. Voilà. Et il y a une dernière chose, que j'aimerais vous partager pour, tout ce qui est prise de décision. Est-ce que certains connaissent les nudges? Alors, non, non. Les nudges, donc c'est, la traduction en français, ce serait, coup de pouce ou coup de coude. C'est des incitations douces à la prise de décision. Donc c'est pour prendre de bonnes décisions, on peut inciter de façon non intrusive, le comportement. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples de nudge. Le plus connu, c'est, la mouche qu'on met dans les urinoirs pour hommes. Voilà, c'est le plus connu, mais j'en ai quand même présenté d'autres. Par exemple, ce passage piéton-là avec reflet, bah, va nous inciter un petit peu par gamification, hein, par esprit, ludique à le traverser. Ici, bah, prendre le papier pour, s'essuyer les mains, bah, avec cette couleur qui descend, bah, on va inconsciemment peut-être en prendre moins ou ne pas le prendre tout court. Là, on a tout ce qui est, système de vote pour, cendrier, donc ça va nous inciter de manière douce à jeter notre mégot. Et enfin ici, ça c'est un système qu'on retrouve, beaucoup, beaucoup dans les gares ou dans les métros, ces systèmes de traces de pas qui vont faire que ça va fluidifier la circulation. Donc ça, les nudges, de la même façon, ça a été développé, récemment et c'est utilisé à peu près partout. Là, je donne des exemples qui sont des nudges physiques, mais sachez que, une notification, un SMS ou alors, les radars, sur les routes qui donnent la vitesse, tout ça, c'est des effets «coup de pouce» entre guillemets, et ça va influencer notre décision pour prendre la bonne décision. Et j'ajoute une nuance, c'est que attention, les nudges, en tout cas la définition pure, c'est que ça ne peut pas être utilisé, sans avoir un côté éthique. Voilà. Il y a vraiment une charte à respecter pour être nudge. Il y a énormément d'autres exemples, mais ça peut être des choses qui peuvent être facilement mises en place, des poubelles en forme de panier de basket qui vont nous inciter à jeter le panier, enfin le papier, dans la poubelle. Donc c'est aussi des choses qui peuvent influencer sur, bah, notre, prise de décision et nos fonctions cognitives, de façon générale. Est-ce qu'il y a des questions?
Non, pas de questions. Eh bien, je vous remercie, d'avoir été présent sur ce webinaire sur la prise de décision. C'est une 1re approche, vue par les sciences cognitives, de ce qu'est la décision, le processus de prise de décision, donc les étapes, les systèmes de raisonnement. On a vu, ensemble 3 biais. Il en existe plein d'autres, hein, mais le biais d'ancrage, le biais de Dunning-Kruger sur confiance et le biais de confirmation. On a donné des tips pour, atténuer en partie ces biais, notamment en prendre conscience, première étape. Mais pour le biais de confirmation, c'est d'aller chercher, l'inverse. Pour le biais d'ancrage, donc c'est avoir d'autres références, d'autres ancres et se poser systématiquement la question quand il y a une négociation: «Est-ce que j'ai pas été influencé par une référence de base?» Et sur le biais de surconfiance, c'est de définir des pertes acceptables pour atténuer cette, courbe et ne pas aller dans l'excès de surconfiance ou de sous-confiance. Pour terminer, en 2 mots, Conidia, donc c'est une structure qu'on a créée avec Marion qui est, assez jeune, elle a moins de 2 ans. On a plein d'autres sujets qu'on aborde. On aborde, notamment les nudges, mais aussi les dynamiques d'intelligence collective et des interactions sociales, l'intelligence artificielle, la motivation, tous les processus de créativité en lien ou non avec l'innovation et les biais cognitifs. Et on donne des conférences, on fait des formations, on fait des ateliers. Je pense que notre force, c'est de pouvoir adapter, le format en fonction des besoins. Donc, voici quelques exemples de sujets qu'on peut traiter ensemble. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'écrire, sur mon mail, que je peux mettre dans la discussion ou bien, sur LinkedIn et puis, on pourra échanger ensemble avec grand plaisir. J'ai des slides ou pas? Et je partagerai mes slides, aux participants. Comme ça, vous pourrez avoir, la trace des slides. Et je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste encore connectée pendant 5-10 minutes. Merci Christelle pour le retour. Merci, très instructif. Je vous invite aussi à vous renseigner sur, les sciences cognitives. C'est pas encore assez, développé et nous, c'est notre, mission, chez Conidia, c'est de démocratiser un petit peu les sciences cognitives dans le milieu professionnel. Donc, faut pas hésiter à aller, taper un peu sur internet, attention au biais de confirmation, ceci dit. Merci pour vos retours.